commencer la conférence, nous avons quelques petites questions pour récolter l'avis du public sur ce sujet-là que l'on va traiter, qui est celui de la glossoctomie, un sujet qui est particulièrement atypique, sur lequel beaucoup de personnes peuvent avoir des idées reçues, sur lequel la position scientifique a beaucoup évolué durant toutes ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est une conférence particulièrement novatrice que le docteur Benasser va vous proposer. Il ne le fera pas lui-même, donc je m'en vais le présenter. Le docteur Benasser fait de la stomatologie, de la chirurgie maxillofaciale et de la chirurgie plastique et reconstructrice. Il est chef de service à l'hôpital Robert Debré à Paris, mais aussi chef de service du service de chirurgie maxillofaciale plastique pédiatrie et aussi président du groupe d'études et de recherche en pathologie maxillofaciale pédiatrique. Docteur Benasser, c'est à vous pour la dernière conférence du week-end et clore en beauté ce formidable congrès. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. J'avais préparé quelques questions, mais en fait, le sujet principal, je vois que Patrick est présent. En pratique, cette conférence m'est venue à l'esprit parce que j'ai vu un enfant avec une trisomie 21 il y a un certain temps, et l'enfant a été suivi dans un centre spécialisé, etc. etc. L'enfant a une ronchopathie avec un trouble de l'articule dentaire, donc tous les éléments de la trisomie 21, et le pédiatre qui s'occupait de cet enfant a dit « on ne fait plus de glossoplastie, c'est une chirurgie moyenâgeuse, etc. etc. » Je me suis dit quand même, je ne suis pas l'apôtre je ne vais pas me faire l'apôtre de la glossoplastie, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la glossoplastie, dans l'histoire, marchait. Après, ce qui était abominable, c'était la partie technique de la glossoplastie qui laissait plein de séquelles. Donc, on va parler de la glossoplastie. Alors, c'est novateur, oui, puisqu'on l'a publié il y a maintenant 1 an dans les 3 os, qui est le summum de la chirurgie maxillofaciale. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été publié sans retouche, et que j'ai eu des courriers de ceux qui en font, donc Taïwan, Chine, États-Unis et ailleurs en Europe, et par contre zéro en France. Donc je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'en parler. Je ne veux pas devenir le glossoplaster fou de ce pays, parce que je m'en fous complètement, que ce soit bien clair, mais juste que cet outil soit utilisé à bon escient. On va passer à la diapo suivante si mon système a la gentillesse de marcher. Voilà. Les glossoplasties de réduction, présentation d'une technique, on va dire nouvelle par esprit de système. Alors, avant d'attaquer les quelconques glossoplasties, je pense que cette image est frappante parce que elle vous montre que la langue, c'est un gigantesque radar, je dirais équivalent du radar de la 5e flotte américaine, que cette langue est vivante, que cette langue est à la fois un récepteur, un émetteur, et que ce radar est passif, il reçoit des informations, et il est actif, il en donne, et que on voit bien que, je veux dire, quand on regarde ce dessin, on se dit, mais putain, oulala, où vais-je pouvoir couper pour réduire un peu ce volume de langue? Vous avez le sucré en antérieur, l'acide à double étage, le salé, la mer dans les papilles, et je vais dire, sans oublier la proprioception, qui est encore un élément fondamental. Bien, du coup, on va revenir à l'origine, la macroglossie. Alors là, ça c'est passionnant, parce que l'image, alors je me marre parce qu'avec Patrick Fellus qui est là, il avait coutume de dire aux patients qui avaient un traitement orthodontique, il leur disait, écoute, mon petit gars, le traitement ortho, c'est comme si tu prenais une boule, un gros caillou et que tu montes une pente, où tu vas tout là-haut et ça va aller, si tu t'arrêtes au milieu, ça redescend en bas. Cette image est excellente parce qu'elle correspondait exactement à la réalité. La macroglossie, la parabole est simple, on met une boîte, la cavité buccale, un muscle dedans, la langue, et ce muscle bouge en permanence dans tous les sens. Donc la discussion, c'est simple. Alors, ils ont pondu, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, le concept passionnant de macroglossie relative. Bien, je veux bien qu'il y ait des macroglossies relatives. Quand on demande à quelqu'un quelle est la macroglossie relative, il n'est pas foutu de nous répondre. Bien, pourquoi? Parce que dans la macroglossie réelle, la langue est en dehors de la cavité buccale, au repos. C'est simple. Un gamin qui a la langue en dehors de la bouche au repos, il faut regarder à l'intérieur, il y a une macroglossie. Qu'elle soit liée à une hypertrophie, à une infiltration, à ce que vous voulez, je m'en fous, il y a une macroglossie.
D'accord? Bien. Et on va avoir les dégâts de cette macroglossie parce que selon la règle du muscle dans sa boîte, eh bien, le muscle étant beaucoup plus gros que la boîte, il va lui faire sa fête dans toutes les directions. D'accord? Ce qui donne ces cavités buccales complètement défaites avec les diastèmes, les promandibulis, etc., etc. Bien. Et puis, là. Et alors, les gars ont dit, OK, si on ne voit que les dégâts de la langue, que la déformation de la cavité, on dit, ah ben voilà, il y a une macroglossie relative. Ça veut dire que, en fait, la macroglossie relative, c'est chaque fois qu'on voit des dégâts, sans être capable d'identifier quelque part le responsable, et qu'on dit, bah du coup, c'est la langue, il y a une macroglossie relative. C'est n'importe quoi, puisqu'en fait, dès l'instant où la langue fait des dégâts, il y a, on va dire, quelque part, activité macroglossique, et que Patrick l'a très bien compris il y a bien longtemps, où on arrive à la rééduquer et les affaires marchent, on n'arrive pas à la rééduquer, et ça arrive quand même assez fréquemment, et surtout chez des populations particulières qui sont comme par hasard les populations qui font les champions olympiques avec des puissances musculaires invraisemblables, d'accord? Il n'y a rien de surprenant là-dedans. En pratique, il y a des fois où on se retrouve face à une impasse. Or, l'échec en orthodontie, ce n'est pas le non-mouvement. L'échec en orthodontie, c'est la récidive. Et la récidive, elle est due à la langue, point, aux pratiques. C'est les praxis qu'on veut, je m'en fous. Enfin, globalement, l'interprète de toute cette partition, c'est la langue. Bien. Alors après, le problème, c'est que la macroglossie a fait pondre à l'époque plein de chirurgies, mais que, faut être honnête, pour ceux qui ont vu, je ne sais pas ce qu'on a répondu aux questions, mais ceux qui ont vu les résultats d'une glossoplastie, je dirais ancienne, pardon, c'est abominable. C'était, c'est, et cela restera abominable. D'accord? Nous, on a réfléchi à partir des macroglossies du Widman-Becquith. Pourquoi? Parce que d'abord, elles sont majeures, et qu'on sait que si on ne joue pas et qu'on ne corrige pas le plus tôt possible, on rentre dans les emmerdements, et ces emmerdements vont aller crescendo au fur et à mesure d'établissement de la croissance. Alors, après, les glossoplasties de réduction, le premier diapo, ce sont les abominations, d'accord? Et la deuxième diapo, c'est l'état actuel de la littérature. Ben, l'état actuel de la littérature, sur pareil, la marginale, la centrale, le W qui est ingérable, la centrale encore, et dans chaque cas, vous voyez bien que autant vous n'enlevez pas d'éléments, mais là, vous êtes complètement inefficace, d'accord? Ça, ce sont les glossoplasties qui sont... Alors, celle-ci est la plus vulnérante, parce qu'elle enlève tout ce qui est sensitif dans la langue. C'est une abomination. Les autres ne servent à rien. Alors après, l'état de l'art, et notamment chez les Coréens qui sont très en pointe sur le sujet, ça a été l'invention du keyhole glossoplastie, qui est modélisé ici, d'accord? Alors, qui prend le principe d'enlever la pointe de la langue. Vous avez vu qu'on enlève le sucré, la sensibilité tactile et la proprioception. Autant dire que c'est abominable, mais il faut être clair, aujourd'hui, dans les Widman-Becquith, pour ceux qui en font, puisque c'est le seul cas où on autorise encore les... Oh non, où les gens s'autorisent encore, pardon, de faire avec glossoplastie, ils leur font un keyhole, autant vous dire que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Bien, et bien, à partir de là, je me suis dit qu'il fallait inventer autre chose qui soit beaucoup plus conservateur par rapport à la langue, je dirais, vivante, tactile, proprioceptive. Et donc, on a mis au point une technique qui est, je dirais, spéciale parce qu'elle se base sur le fait que la langue a deux vascularisations, c'est-à-dire que l'artère linguale chemine en latéral de la langue, et puis elle envoie une vascularisation, je dirais, au début de la langue, donc de la base de la langue, puis elle parcourt tout le plancher buccal et ressort en intérieur sous forme d'interranime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vascularisation de la langue est double, et qu'à ce titre, je me suis dit, mais si la vascularisation est double, nous pouvons retirer une partie du V en intermédiaire, avoir un effet massif sur la position linguale et avoir un effet nul sur les conséquences et notamment la proprioception linguale. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc, à partir de là, le concept technique, il est simple. On enlève au milieu une portion de langue de manière à ce qu'on raccommode la pars postérieure avec la pars antérieure, donc la base de langue avec la langue mobile. La réduction porte sur la partie postérieure de la langue mobile. D'accord? On a un recul de quasiment 20 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas discutable. Alors, ce n'est pas discutable,
mais je vous rassure, la France étant ce qu'elle est, cela reste discuté. C'est normal, je trouve ça plutôt sympa. Globalement, on s'en fout complètement. Donc, on a sorti, on a isolé donc, dans toute notre série des, on va dire, 6 cas, on va dire, parlants. Il y a une malformation lymphatique où l'anomalie lymphatique portait sur la portion juste en avant du veine lingual, l'enfant a une glossoplastie qui portait sur les zones indemnes. Non, une proposition de glossoplastie sur les zones indemnes. C'était clair que quand la maman est venue me voir, je lui ai dit, écoutez madame, si j'enlève dans une langue dans laquelle il y a un lymphangiome, la partie qui est saine, vous laissant le lymphangiome, certes dans une langue plus petite, ça pose un petit souci. Bien. Donc on l'a opéré et je veux dire, après, enfin, l'enfant a une vie normale et quand on l'a reconvoqué, il est venu, il allait bien. Et alors il faisait toujours des poussées de lymphangiome, bien sûr, beaucoup moins, puisqu'on avait réduit le volume. Dans les Weedman Quiz, vous allez voir les cas. Je vous prends un cas de chacun. Les Weedman Quiz, d'accord. Alors, vous verrez que dans les âges, on est à 1,5 années. C'est le cas que je vous montre parce qu'on a 20 ans de recul, 2 ans et demi, et ensuite à 12 ans, à chaque fois avec un très bon résultat. Et ensuite, bien sûr, les idiopathiques. Les idiopathiques, c'est quoi? C'est le gamin qui garde une cage, une boîte à langue qui est littéralement massacrée par le mouvement lingual permanent. On a fait de l'ortho, on a fait de la rééducation, de temps en temps on a fait de la chirurgie et on se retrouve avec la récidive parce que le principal acteur n'a pas été, je dirais, mis au pas. Alors, la question, on avait évalué ça sur quelle est la forme de ta langue, la symétrie de ta langue, la taille, le volume, ta façon de mâcher, d'avaler ce que tu manges, du goût de tes aliments, ta manière de parler. Globalement, on a mis en place l'intégralité du bien-être du patient en 1, en matière de questionnaire de satisfaction, et en 2, on a des évaluations objectives, la capacité à faire un contact bilabial, la capacité à projeter sa pointe de langue et la capacité proprioceptive. Tout à l'heure, Rosine parlait de Gérard Coully. Gérard Coully passait son temps à comparer la langue à un tentacule de poulpe capable de reconnaître, il faisait toujours ce geste-là, voilà, capable de reconnaître avec joie et bonne humeur toutes les surfaces des éléments touchés. Alors, la capacité à mener correctement une conversation, vous pensez bien que pour obtenir le consentement d'un gamin de 16 ans qui a été opéré, clairement, c'est qu'il avait la capacité. Mais bon, ça faisait partie du truc anglo-saxon, on l'a mis là, mais globalement, c'est quand même pas le plus important. La technique est là. Alors, j'ai une vidéo aux âmes sensibles s'abstenir. Les autres regardent. C'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on retire un V. Alors, le V peut avoir une forme à pointe antérieure ou à pointe postérieure. Ça dépend des cas. Ça dépend si on va être périmétrique ou volumétrique. La vidéo est assez rapide. Voilà. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. C'est un truc de chirurgien, on s'en fout. Hop. Alors là, du coup, elle ne veut plus me donner la diapo suivante parce que l'ordinateur veut voir la vidéo. Voilà. Les supports anatomiques, je vous en ai parlé. Voilà. Et donc, les suivis, il y en a certains, c'est 2 mois, il y en a certains, c'est 16 ans, d'autres, c'est 20 ans, en moyenne, c'est 7 ans. Là encore, ce sont des chiffres qui n'ont aucun intérêt parce que ce qui est clair, c'est que ceux qui ont été suivis, et ils ont tous été suivis, n'ont posé aucun problème post-opératoire. Le risque de la glossoplastie, anciennement, c'était la désunion. La structure en 3 étages vraiment ne pose plus aucun problème. Chez les patients de cet article, là c'est l'article des 3 os, il n'y a pas de protrusion linguale, il n'y a pas de reprise chirurgicale. Et vous allez voir les éléments de questionnaire. Est-ce que tu es content globalement? C'est clair, net et précis, d'accord? Il n'y a pas du tout d'insatisfaction, sachant que dans tous les cas, j'ai dû expliquer longuement les tenants et les aboutissants de la chirurgie parce qu'il y a un espèce de corpus qui vient du Moyen-Âge, puisque dans le temps, on coupait la langue à ceux qui étaient trop bavards, et surtout ceux qui avaient des secrets, on leur coupait la langue. Et donc, il y a une réticence intrinsèque dans la population française en tout cas, et dans la population globalement mondiale, soyons honnêtes, à se faire couper la langue. Ce qui est normal, et je trouve ça très simple. Les évaluations objectives, et ce qui est très intéressant, c'est que contact bilabial, projection de la pointe, capacité à reconnaître les goûts intacts et la facilité de locution, sachant qu'on a remarqué dans tous les cas, notamment chez les grands, qu'ils disent clairement mieux dormir. Voilà, ça c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a une protraction de la base de langue mécanique, et donc à partir de là. Alors, je vais vous montrer 2 cas, on ne va pas y passer la journée. C'est un Weedman-Becquey caractéristique. Vous avez les anomalies d'oreille, l'anomalie machin, elle avait aussi une anomalie, je dirais, rénale, avec la langue tout le temps dehors. Bien.
La chirurgie a été réalisée à 1 an et demi. La glossoplastie est enlevée à pointe postérieure. Et là, on l'a à l'adolescence à 12 ans, je crois 10 ou 12 ans. Vous voyez, avec la protection, la projection de la pointe. Et là, c'est devenu jeune fille. Elle a une langue qui a pris une forme normale. Vous voyez que la cicatrice a quasiment disparu. Sauf quand on met sur le côté et encore, avec une protraction linguale qui est normale. Ça, c'est la preuve, par A plus B, qu'une glossoplastie intelligemment menée peut permettre de réduire le volume de langue là où ça nous intéresse. L'autre cas que je vais vous présenter est un cas plus classique. Jeune fille opérée d'une chirurgie bimaxillaire avec, alors j'aime bien qu'on m'explique les macroglossies relatives, quand on prend la langue en position, quand même, on peut se poser la question. L'hypotonie labiale a ses caractéristiques, la béance post, c'est-à-dire récidive de béance post-opératoire, d'accord. Ensuite, on la voit, donc là, vous l'avez avant, à la grosse langue, la béance post-opératoire, donc 6 mois après une chirurgie bimaxillaire, récidive de béance, normal. Quand vous la faites parler, quand vous la voyez au bloc opératoire, dès qu'elle est en hypotonie enragée, vous avez la protraction de la langue qui se met en place avec l'hypotonie labiale. Vous tirez, donc en post-opératoire, elle tire la langue est normale, la béance c'est réglé, et là, on comprend, et la patiente est alors là, ravie, parce que mécaniquement, alors c'est marrant parce qu'elle décrit clairement un moindre encombrement endobuccal. Voilà. Après, la discussion, elle est simple. Moi, je ne suis pas là pour promouvoir, franchement, pour le coup, je m'en fous complet. La discussion, c'est que il y a un courant de pensée dominant en France, en maxillofacial, qui dit les glossoplasties, c'est barbare, etc., etc. Ça, c'est le support, je dirais, de ceux qui n'ont rien compris globalement, pour appeler un chat un chat, parce que la glossoplastie fait partie, en bout de course, de l'arsenal thérapeutique, et que la récuser parce qu'on a été longtemps incompétent est une imbécilité, et être incapable de changer d'avis, pour le coup, et je disais ça en rapport avec M. Sadagnac, très justement, c'est quasiment une faute professionnelle. Voilà, les amis, je pense que ça, c'est la publication du papier. Voilà, je pense que j'ai fini, cher Guillaume, et j'espère avoir répondu aux questions. Je vais réactiver juste mon micro. Eh bien, merci beaucoup. Céline, tu es toujours mon idole. Et, je dis bonjour à ton papa parce qu'il est là. Ah ouais. Et il a d'ailleurs la caractéristique absolument extraordinaire que l'on retrouve chez absolument tous les boomers de la planète de ne filmer que son front quand il utilisait sa webcam. Non, parce qu'il n'a pas compris où était la caméra encore. Voilà, ça y est. Et bon. Voilà. Non, j'ai tout écouté, c'est pour ça que je me suis fait beaucoup de compliments sur la qualité scientifique de mon programme, donc je me remercie. Non, mais ce que tu nous as montré est absolument passionnant, mais j'aimerais te faire part d'une expérience que j'ai eue, parce que les macroglossies, j'en ai traité un certain nombre, et notamment il y a fort longtemps avec Pierre Lajonias, qui pour éviter justement cette chirurgie, embolisait la langue. Et ce qui avait été absolument étonnant, c'est qu'après cette embolisation qui réduisait d'une manière très importante le volume lingual, les dysmorphoses restaient les mêmes, c'était généralement des grosses béances parce que la langue sortait, tant qu'on n'avait pas appris à la nouvelle langue à fonctionner autrement. Et avec une langue plus petite, eh bien, il continuait à mal fonctionner. Et dès qu'on a commencé à faire de la rééducation de la langue pour lui apprendre ces nouvelles références, à ce moment-là, toutes les dysmorphoses qui avaient été causées par la macroglossie se sont corrigées. C'est ça, donc tout ça pour te dire, c'est très bien, mais est-ce que tu fais un petit peu de rééducation linguale Alors, Patrick, cher Patrick, si tu m'avais écouté jusqu'au bout. Ah ben, je t'ai écouté jusqu'au bout. Non, tu n'as pas écouté, puisque si tu m'avais écouté jusqu'au bout, je veux dire, la glossoplastie, en dehors du syndromique, ne se discute que quand tu as fini ta rééducation, et pas avant. Oui, mais ce n'est pas forcément facile de faire une rééducation avec une langue trop grande. Alors, la discussion c'est pour ça que je dis, nous faisions, quand Pierre Lajonias faisait ses embolisations, nous faisions la rééducation après l'embolisation. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, alors pour être simple, l'embolisation, alors là c'est du médico-légal, hein. L'embolisation pour les macroglossies, alors c'est encore pire que la glossoplastie,
tu te rappelles comment on collaborait avec la Genias à l'époque, tu penses bien que c'est terminé. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas parce que la langue est plus petite qu'elle sait vivre sa vie. C'est-à-dire Voilà. que, voilà, ça c'est clair, ça je partage complètement. C'est-à-dire que, mais la rééducation linguale, il y a, si tu peux la mener avant et éviter un geste chirurgical, bien sûr, si tu fais ta glossoplastie, ça ne te dispense en aucun cas de rééduquer après. C'est pas parce que tu as réduit la langue, je partage, qu'elle va se comporter bien. Oui, Ça, mais c'est clair. voilà, je suis tout à fait d'accord. Donc, je vais pas te poser une question pernicieuse, mais comment fais-tu pour faire tes rééducations de la langue après ta Oh, ben, c'est pas compliqué, tu sais très bien ce que j'utilise. Parce que alors là, c'est pas compliqué, je leur colle un froggy mouth et je leur dis, t'as qu'à bouffer ça tous les jours devant ta télé. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que l'acceptation du froggy mouth est encore meilleure après la glossoplastie parce qu'ils pichent très vite, en fait, ils prennent très vite le coup. Tu sais, quand ils se désencombrent en endobuccal, en fait, ben, ils prennent vite le pli et ça se met en place tout seul. C'est assez rigolo parce que, allez, on va dire, le temps d'établir les nouvelles connexions, je dirais, nerveuses, on va dire en 2 mois, 3 mois, c'est quasiment réglé, quoi. Ce qui est assez marrant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce qui est marrant, marrant et efficace. Bah, moi, il y a un autre truc que j'ai trouvé assez marrant. Finalement, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est les résultats du sondage que l'on a fait au début de la conférence, avec une réponse à la question 3 qui est majoritairement non, si l'on est à l'aise ou non avec la glossoplastie. Beaucoup de personnes nous disent ne pas être à l'aise avec. Pourtant, et c'est quand même là que l'on voit la nécessité d'avoir ce genre de conférence, c'est qu'on a grande majorité, 75% de l'audience, qui nous dit ne pas avoir d'avis finalement sur cette glossoplastie. Donc ça a l'air d'être quelque chose sur lequel on n'a finalement pas grand avis dessus, mais on a tout de même une petite vision négative de la chose. Et c'est pour ça, comme tu le disais très bien, sans vouloir devenir le glossoplasteur fou de la France, c'est particulièrement important de faire ce genre de choses. Ça rentre dans la catégorie de toutes ces choses sur lesquelles on doit dire de manière très précise ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait avec ça. Et c'est uniquement en définissant de manière précise les limites des deux côtés que l'on peut bien parler concrètement du sujet. Et c'est, je pense, ce qui a été fait avec beaucoup de talent sur le fond comme sur la forme. Alors, on a le docteur Raskin qui a pris la parole ce matin un petit peu plus tôt pour parler de la coopération transdisciplinaire, qui me disait « Je pensais que la glossoplastie était une atteinte à l'intégrité et était refusée en France. » Ah bah celle-là, je l'attendais, celle-là. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Historiquement parlant, on va prendre de l'histoire. Quand je suis arrivé à Robert Debré, j'arrivais de Necker, Cooley considérait que la glossoplastie était un crime contre l'humanité. Je pense bien, je suis arrivé à Debré, je suis tombé sur ton père avec un de fesses, qui m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre qui n'avait rien compris. Ils m'ont dit, écoute, certaines fois, on n'a pas le choix, il faut en faire. Bon, je m'y suis mis. Je veux dire, c'est pas un acte agréable, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a un courant de pensée qui vend une espèce d'interdiction éthique de la glossoplastie. C'est faux et c'est faux. C'est-à-dire que je dis ça pour le docteur Raskin qui a dû, je dirais, l'entendre comme ceci. À un moment donné, il y a des gens qui ont décidé que c'était une atteinte insupportable. Je peux le comprendre, hein, très honnêtement, je n'en veux à personne. Le truc qu'il y a, c'est que la glossoplastie n'est pas interdite. La glossoplastie est à la CCAM, donc fait partie des actes remboursés par la sécurité sociale. Récemment, j'ai une petite qui est venue me voir avec un syndrome d'apnée du sommeil et on avait discuté avec ton père longuement et je pense que la glossopathie de réduction dans les macroglossies un peu intermédiaires, en fin de traitement, double chirurgie maxillaire, kiné, etc., catastrophique. Bien, la petite, donc je lui ai fait une glossoplastie. J'ai eu donc l'orthodontiste de là où elle était qui m'a appelé pour me dire que j'étais un bandit. J'en ai conçu un bonheur, je ne te cache pas, intense. Et puis je lui ai juste demandé de prendre son internet et de se connecter aux 3 O qui sont quand même la référence absolue de chirurgie maxillofaciale et d'avoir l'amabilité de lire. Après je comprends, mais je veux dire, il y a un tabou sur ce sujet. Je suis pas là pour le combattre, attention, hein. Je suis juste là pour informer. C'est-à-dire que je dis voilà, cet outil-là, manié avec finesse et prudence,
Et quand je dis finesse et prudence, c'est vraiment au bout du bout. Tu peux proposer une glossoplastie et pas en première intention. Bah, c'est un outil. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais je veux dire, c'est ton père qui m'a converti au glossoplastie. Tiens, regarde, il recule. Mais ça rebondit bien par rapport à ce que les autres personnes sont en train de dire, notamment Sylvain Raskin qui nous dit que justement en Belgique avec les trisomiques ça reste très compliqué. On a Claire Collot qui nous dit quelle stratégie adopter pour un enfant avec une trisomie 21. Parce que d'abord on essaie de faire croître le maxillaire, la boîte, et ensuite si échec on envisage la glossoplastie. Mais il a raison. L'orthodontie d'abord, une trisomie 21, c'est d'abord de la tonicité, de la rééducation et de l'expansion maxillaire. Et après, si après tu es en misère, là tu peux en discuter, mais il a parfaitement raison. Le docteur Coudreau, justement, pose une question qui rebondit là-dessus. 6 interventions en 20 ans, est-ce que c'est 6 inclusions dans l'étude ou alors est-ce que c'est réellement 6 interventions en 20 ans? Non, Dans ce mais on en a eu c'est 45. vraiment rare. On en a fait 45. Mais je veux dire, pour rentrer dans les critères, je dirais, de suivi, voilà, on a sorti 6. Après, c'était une thèse de médecine. Donc, je veux dire, on intègre vraiment ceux pour lesquels on a une photo d'avant, pendant, après. On a le film péropératoire, etc., puisqu'il y avait un rôle je dirais, de formation, en fait, dans ce qu'on a choisi comme cas. Et ben, pour conclure dessus, je pense que l'avis de Jean Smith, qui a particulièrement participé durant ce congrès, ça fait plaisir, conclut un petit peu ça. Il dit glossoplastie, je ne connaissais pas. Prestation franche, état des connaissances et des limites. J'ai maintenant un avis éclairé. La conférence a rempli son office. Merci de l'avoir intégré au programme et contribué objectivement à la culture médicale. Je pense que c'est réellement le message que tu voulais faire passer, c'est-à-dire donner une information complète et sincère, bien dire que c'est le dernier recours quand il n'y a absolument pas d'autre solution, mais de dire que quand il n'y a absolument pas d'autre solution, il reste la dernière potentielle solution qui est celle-ci, qui ne doit pas être considérée avant la dernière chose, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui disent attention, glossoplastie, oui, c'est la dernière solution envisagée. Je parle évidemment sous ton contrôle. Non, c'est parfait, c'est le dernier tiroir, c'est clair. Dernier tiroir, c'est parfait. Eh bien, Céline, merci infiniment d'être venue pour cette conférence et de clore de cette manière ce congrès.